À l'été 1941, tandis que les armées allemandes avançaient vers l'Est comme si le monde entier allait céder devant elles, un groupe de fonctionnaires des SS commença à discuter dans des bureaux fermés de Berlin, Lublin et Poznan de quelque chose que l'humanité n'avait jamais tenté auparavant, l'assassinat systématique, industrialisé et géographiquement coordonné de tous les Juifs d'Europe. Non pas d'une ville, non pas d'un pays, d'un continent tout entier. On estime qu'au moment où les plans furent mis en œuvre, les planificateurs nazis parlaient de 11 millions de personnes. À la fin de la guerre, entre 5 et 6 millions avaient été assassinés. Ce qui fait de cet épisode quelque chose de qualitativement distinct de tout autre crime de masse dans l'histoire. Ce n'est pas seulement le chiffre. C'est l'architecture. Les nazis construisirent une bureaucratie entière vouée à la mort, avec des lignes de chemin de fer, des formulaires administratifs, des entreprises privées, des ingénieurs brevetés et même une comptabilité détaillée des biens confisqués aux victimes. Richard Kohrer, le statisticien personnel de Heinrich Himmler, rédigea un rapport le 23 mars 1943 dans lequel il énumérait avec précision le nombre de Juifs évacués. 1 873 539 personnes. Le rapport fut imprimé en grands caractères parce que Hitler avait des problèmes de vue et lui fut remis la veille de son 54e anniversaire. Ce qui est raconté ci-après, c'est l'histoire de cette machinerie vue de l'intérieur, depuis les bureaux des bourreaux, depuis les quais où les trains arrivaient pleins et repartirent vides, depuis les registres d'un système qui fonctionna pendant des années avant que le monde extérieur sache pleinement ce qui se passait. Ce n'est pas l'histoire des victimes, bien qu'elle soit au centre de tout. C'est l'histoire de la façon dont les Allemands conçurent, financèrent, construisirent et opérèrent la plus grande infrastructure d'extermination que le monde ait jamais connue. Pour comprendre comment fonctionne une machine d'extermination, il faut d'abord comprendre le combustible qui l'anime. L'antisémitisme nazi ne surgit pas de nulle part en 1933. C'était le point final, le plus radical et le plus meurtrier, d'une tradition d'intolérance qui remontait à des siècles en Europe. L'historien Raoul Hilberg l'a synthétisé dans un cadre en 3 étapes. D'abord, l'Église chercha à convertir les Juifs au christianisme. Lorsque cela échoua, elle les expulsa et les ségrégua. Lorsque cela échoua à son tour, le nazisme tira la conclusion la plus extrême de toutes. Les mots, tels que Hilberg les formula, résonnent avec la logique implacable d'une progression. Les missionnaires du christianisme avaient dit « Vous n'avez pas le droit de vivre parmi nous en tant que juifs ». Les souverains séculiers qui leur succédèrent proclamèrent « Vous n'avez pas le droit de vivre parmi nous ». Les nazis, enfin, décrétèrent « Vous n'avez pas le droit de vivre ». En 1933, les quelques 530 000 juifs d'Allemagne représentaient moins d'1% d'une population de 67 millions de personnes. Ils étaient intégrés, ils parlaient allemand, se considéraient allemands, avaient combattu dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Environ 100 000 servirent dans les forces armées du Kaiserreich, entre 30 000 et 35 000 reçurent des décorations pour bravoure, quelques 12 000 moururent au combat. Des 38 prix Nobel obtenus par des écrivains et des scientifiques allemands entre 1905 et 1936, 14 furent décernés à des juifs. Ils n'étaient pas des étrangers. Ils faisaient partie du tissu culturel du pays. Ce que Hitler et le parti nazi réalisèrent fut quelque chose de psychologiquement prodigieux. Convaincre une nation hautement éduquée et culturellement sophistiquée que cette minorité parfaitement intégrée constituait une menace existentielle. Pour y parvenir, Joseph Goebbels, nommé chef du ministère du Reich à l'éducation publique et à la propagande en mars 1933, déploya une machine de propagande sans précédent. Images, films, affiches, manuels scolaires et discours radiophoniques martelèrent le même message pendant des années. Le juif était l'opposé de l'allemand arien. C'était le parasite, le conspirateur, le traître de l'intérieur. La propagande établit un vocabulaire visuel qui opérait sur l'inconscient collectif allemand, associant l'arien à la beauté et à la noblesse, et les juifs à la laideur, la malhonnêteté et la destruction. Mais la propagande seule ne suffisait pas. Ce qui transforma la haine en politique publique fut une législation incrémentale et cumulative qui normalisa chaque étape avant de passer à la suivante. Au cours des 6 premières années du régime nazi,
Entre 1933 et le début de la guerre, en 1939, les Juifs ressentirent les effets de plus de 400 décrets et réglementations restreignant tous les aspects de leur vie publique et privée. D'abord, le boycott du 1er avril 1933, quand des patrouilles des SA et des SS bloquèrent l'accès à des milliers de commerces juifs et peignirent des étoiles de David en jaune et noir sur les portes et les vitrines. Puis, moins d'une semaine plus tard, la loi de restauration de la fonction publique professionnelle, qui contraignit les fonctionnaires juifs à démissionner. Année après année, décret après décret, les Juifs furent expulsés de l'enseignement supérieur, des professions libérales, de la culture, de l'armée, du commerce. Les lois de Nuremberg, promulguées le 15 septembre 1935 lors du congrès annuel du parti nazi dans cette ville, représentèrent une rupture qualitative. La loi sur la citoyenneté du Reich établit que seuls ceux qui avaient du sang allemand ou apparenté pouvaient être citoyens du Reich. Les Juifs furent réduits au statut de sujet de l'État. La loi pour la protection du sang et de l'honneur allemand interdit les mariages et les relations sexuelles entre Juifs et non-Juifs, qualifiant ces dernières de souillure raciale. Pour la première fois dans l'histoire, ce n'était plus la foi d'une personne qui déterminait sa condition juridique, mais l'origine de ses grands-parents. Il en résulta que des dizaines de milliers de personnes qui ne se définissaient pas comme juives, des catholiques pratiquants, des protestants, même des prêtres et des religieuses, se retrouvèrent du jour au lendemain déchus de leur citoyenneté, classées comme juives selon une définition raciale que les scientifiques nazis eux-mêmes ne pouvaient pas étayer biologiquement. Car, comme il fut démontré, il n'existait aucun marqueur physique, aucune caractéristique génétique détectable qui distinguât un juif d'un non-juif. La définition raciale du nazisme était, dans la pratique, une définition religieuse appliquée 2 générations en arrière. Hans Hirsch Lippmann, né en novembre 1924 dans la ville allemande de Karlsruhe, vécut ce processus de l'intérieur. Son père Max était photographe. À sa mort en 1925, sa mère Ella continua le studio. En avril 1933, notre studio, comme les autres commerces juifs de Karlsruhe, fut couvert de pancartes lors du boycott antisémite. « N'achetez pas chez les Juifs », se souviendrait-elle plus tard. Le studio resta ouvert pour fabriquer les photographies obligatoires destinées aux nouvelles pièces d'identité marquées de la lettre J que tous les Juifs devaient porter jusqu'au 31 décembre 1938, date à laquelle tous les commerces juifs furent contraints de fermer. La nuit du 9 au 10 novembre 1938 marqua le point de non-retour. Connu sous le nom de Nuit de Cristal ou Kristallnacht, ce fut le premier pogrom massif organisé par l'État nazi sur le sol allemand. Les SS, les SA et les jeunesses hitlériennes détruisirent plus de 250 synagogues, dont certaines des plus magnifiques maisons de culte juifs d'Europe, et des milliers d'objets rituels d'une valeur historique inestimable. Ils attaquèrent des commerces, des foyers et des cimetières. Au moins 91 juifs furent assassinés. Les ordres du quartier général de la Gestapo instruisirent la police allemande d'arrêter environ 30 000 hommes juifs et de les interner dans des camps de concentration. Des centaines moururent dans les jours et les semaines suivants. Pour aggraver l'insulte, le gouvernement nazi accusa les Juifs eux-mêmes d'avoir provoqué le pogrom et leur imposa une amende d'1 milliard de Reichsmark, l'équivalent de 400 millions de dollars de 1938, pour couvrir les dommages. La logique de cette escalade était transparente pour ceux qui voulaient la voir. Chaque vague de violence était suivie d'une nouvelle vague de législation. Et chaque nouvelle loi normalisait ce qui avait paru inconcevable auparavant, préparant le terrain pour l'étape suivante. À la fin de 1938, les Juifs allemands s'étaient vus révoquer leur permis de conduire, geler leurs avoirs financiers, interdire d'accès aux écoles et universités, au cinéma, au théâtre et aux installations sportives. Dans de nombreuses villes, il leur était interdit d'entrer dans des parcs désignés comme zones ariennes ou de s'asseoir sur certains bancs. Entre 1933 et 1939, la politique nazie contraignit à l'émigration environ la moitié de la population juive d'Allemagne et plus des 2/3 des Juifs autrichiens. Mais ceux qui partaient trouvaient un monde qui ne les voulait pas. En juillet 1938, la conférence d'Évian,
convoqué par le président Franklin D. Roosevelt avec l'intention apparente de trouver une solution au problème des réfugiés juifs, réunit 33 nations dans la station thermale française d'Évian-les-Bains. Les représentants de tous ces pays reconnurent la gravité de la situation et, l'un après l'autre, offrirent des excuses pour ne pas ouvrir leurs portes. Seule la République dominicaine offrit une aide concrète, acceptant l'entrée de 100 000 juifs. Le reste détourna le regard. Adolf Hitler commenta avec sarcasme « J'espère seulement que l'autre monde, qui témoigne de tant de sympathie pour ces criminels, sera au moins assez généreux pour transformer cette sympathie en aide pratique. » Le refus du monde d'accueillir les Juifs fournit au régime nazi une justification supplémentaire pour les mesures qui allaient suivre. Les champs mobiles de la mort, les Einsatzgruppen à l'Est. Le 22 juin 1941, l'Allemagne nazie viola le pacte de non-agression avec l'Union soviétique et lança l'opération Barbarossa, la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Plus de 3 millions de soldats allemands franchirent la frontière à l'aube, dans un moment qui allait changer à jamais le caractère de la guerre. Et avec eux, suivant les pas de l'armée, avançaient 4 unités spéciales des SS et de la police, les Einsatzgruppen, les groupes opérationnels mobiles. Il en existait 4, désignés Einsatzgruppe A, B, C et D, qui opéraient dans différentes zones géographiques le long du front de l'Est. L'Einsatzgruppe A opérait dans les États baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie, aux côtés du groupe d'armée Nord. Le B opérait en Biélorussie, avec le groupe d'armée Centre. Le C agissait dans l'Ukraine centrale, avec le groupe d'armée Sud. Le D couvrait le sud de l'Ukraine et la Crimée. Chaque Einsatzgruppe était composée de plusieurs Einsatzkommandos et Sonderkommandos plus petits, avec une force totale initiale d'environ 3000 hommes. Avant la fin de la campagne orientale, il serait renforcé pour atteindre environ 15 000 personnes. La mission des Einsatzgruppen était formulée en termes idéologiques: éliminer les ennemis raciaux et politiques du Reich dans les territoires nouvellement conquis. Cela signifiait en pratique l'assassinat de fonctionnaires communistes, de commissaires de l'armée soviétique, de personnes atteintes de handicaps mentaux ou intellectuels et de juifs. Mais l'ampleur de la violence s'étendit rapidement à une vitesse qui surprit même certains membres des SS. Au départ, les Einsatzgruppen exécutèrent principalement des hommes juifs en âge de porter les armes. Mais à la fin juillet 1941, après une visite personnelle de Himmler sur le front, les ordres furent élargis à l'extermination de communautés juives entières, hommes, femmes et enfants, sans distinction d'âge ni de sexe. Le mode opératoire était toujours essentiellement le même. Les unités arrivaient dans une ville ou un village, encerclaient le quartier juif et ordonnaient à toute la population de se rassembler sur une place ou un lieu désigné. On leur disait qu'ils allaient être réinstallés. Ils devaient abandonner documents, objets de valeur et effets personnels. Ensuite, ils étaient conduits en colonne, à pied ou en camion, vers les abords de la ville, où des fosses avaient souvent été creusées ou où se trouvaient des ravins naturels. On les obligeait à se déshabiller et à avancer vers le bord par groupe. Les mitrailleuses faisaient le reste. À la fin de la journée, les corps étaient recouverts d'une fine couche de terre, parfois si mince que la décomposition les faisait remonter à la surface quelques jours plus tard. Babi Yar, un ravin situé à la périphérie de Kiev, en Ukraine, devint le symbole le plus connu de ce massacre. Les Allemands prirent Kiev le 19 septembre 1941. 10 jours plus tard, ils affichèrent des avis ordonnant à tous les Juifs de la ville de se présenter le 29 septembre rue Melnik, avec vêtements chauds et objets de valeur, prétendument pour être déplacés. Ceux qui n'obéiraient pas seraient exécutés. Des familles entières, des nouveau-nés aux personnes âgées, suivirent ces instructions sans se douter de ce qui les attendait. Ils furent conduits vers le cimetière juif et l'entrée du ravin, entourés de barbelés et gardés par des Allemands et des auxiliaires policiers ukrainiens. À mesure qu'ils approchaient du bord, ils étaient forcés de remettre leurs objets de valeur, de se déshabiller entièrement, puis d'avancer par groupes de 10. Arrivés au bord, les SS et la police les abattaient à la mitrailleuse. En 2 jours, plus de 33 000 Juifs furent tués. Dans les mois suivants, des milliers d'autres furent assassinés à Babi Yar, y compris des Roms et des prisonniers de guerre soviétiques. Le total des morts sur ce site est estimé à environ 100 000 personnes.
l'administrateur civil allemand de la ville biélorusse de Sloutsk documenta l'une de ces opérations et la signala à ses supérieurs avec une visible perturbation. Quant à la manière dont cette action a été menée, je dois déclarer avec le plus profond regret qu'elle a frôlé le sadisme, écrivit-il. La population juive, mais aussi les Biélorusses non-juifs, furent arrachés de leurs maisons et rassemblés avec une brutalité indescriptible par les policiers allemands et, en particulier, par les partisans lituaniens. Des coups de feu retentissaient dans toute la ville et les corps des Juifs exécutés s'entassaient dans les rues. Ces hommes des Einsatzgruppen n'étaient pas pour la plupart de simples fanatiques marginaux. Beaucoup de leurs chefs avaient des diplômes universitaires, certains étaient docteurs en droit ou en sciences. Le Sturmbannführer Herbert Lange, qui opérait dans les territoires polonais annexés, avait déjà acquis de l'expérience en tuant des patients d'institutions psychiatriques à l'aide de camions dont les gaz d'échappement étaient redirigés vers l'habitacle hermétique. Cette technologie, la chambre à gaz mobile, allait bientôt être déployée à une échelle industrielle. Mais durant l'été et l'automne 1941, la méthode restait artisanale, psychologiquement éprouvante pour les exécutants et extrêmement visible pour les populations locales. Les rapports des commandants des Einsatzgruppen envoyés à Berlin contenaient des statistiques régulières d'extermination. Dans le rapport numéro 51 de Himmler, transmis à Hitler avec une note indiquant qu'il en avait pris connaissance, il était indiqué que, dans le sud de la Russie, en Ukraine et dans le district de Bialystok, 363 211 juifs avaient été exécutés durant la période concernée, classés comme bandits et auxiliaires de bandits. Ce n'était pas une note secrète clandestine, mais un rapport statistique bureaucratique, rédigé dans le langage administratif habituel des SS et présenté au chef du Reich sous forme de résumé exécutif. Le problème de la méthode des Einsatzgruppen, du point de vue des planificateurs nazis, était multiple. D'abord, elle était lente. Tuer par fusillade dans des fosses ouvertes, bien qu'effroyablement efficace selon les standards antérieurs, ne suffisait pas pour l'ampleur du projet. 11 millions de personnes en Europe. Ensuite, elle était psychologiquement destructrice pour les exécutants. Les rapports mentionnaient des effondrements nerveux, de l'alcoolisme sévère et d'autres faiblesses parmi les hommes. Himmler assista personnellement à une exécution de masse à Minsk en août 1941 et en fut visiblement bouleversé, au point de demander à ses experts de trouver des méthodes plus humaines pour les exécutants eux-mêmes. Troisièmement, elle était visible. Ces massacres à ciel ouvert ne pouvaient être cachés aux populations locales et l'information circulait inévitablement. Enfin, elle était limitée géographiquement. Elle ne pouvait pas être exportée vers l'Europe occidentale où les traditions démocratiques et la présence des médias rendaient de tels dispositifs impossibles. La solution à ces problèmes serait la création de ce que les archives nazies appelaient euphémiquement des « centres de liquidation », les camps d'extermination. Le laboratoire de l'horreur, l'euthanasie comme répétition générale. Avant l'existence d'Auschwitz, de Treblinka ou de Bauschek, les nazis avaient déjà construit et exploité une infrastructure secrète de meurtre de masse sur le sol allemand. Le programme Action T4, nommé d'après l'adresse du bureau central Tiergartenstraße 4 à Berlin, fut la première campagne d'extermination systématique de l'histoire nazie. Et il fonctionna comme le laboratoire d'essai qui rendit possible tout ce qui suivit. Le programme fut autorisé personnellement par Hitler dans une lettre antidatée à septembre 1939, la même date que le début de la guerre dont le contexte permit son lancement, bien que l'opération ait en réalité commencé à l'automne de cette année-là. Son objectif déclaré était l'élimination des personnes atteintes de handicaps mentaux et physiques que le vocabulaire nazi classait comme des « vies indignes d'être vécues », Lebensunwürdiges Leben. Les médecins et directeurs d'institutions psychiatriques de tout le Reich furent chargés de remplir des questionnaires sur leurs patients. Ces formulaires étaient évalués par des comités médicaux qui décidaient qui devait vivre et qui devait mourir. L'homme choisi pour diriger les opérations de mise à mort était Christian Wirth, un officier de police de Stuttgart qui deviendrait une figure clé des camps d'extermination de l'opération Reinhard. L'un de ses superviseurs, Victor Brack, du département de la chancellerie du Führer, était l'architecte technique du système. Les premières exécutions,
en janvier 1940, furent réalisés au monoxyde de carbone dans une installation d'essai située dans un ancien hôpital pénitentiaire à Brandebourg, en Allemagne. On y construisit une salle conçue pour ressembler à une douche, avec des murs carrelés et de fausses pommeaux au plafond, mais qui était en réalité hermétiquement close et équipée de conduits par lesquels était injecté le gaz mortel. Christian Wirth observa la première exécution du programme depuis une fenêtre, tandis que 8 patients étaient tués dans la chambre à gaz de Brandebourg par monoxyde de carbone. L'efficacité de la méthode fut jugée satisfaisante. La chambre à gaz de Brandebourg entra en service régulier et d'autres installations similaires furent rapidement construites dans les asiles de Grafenegg en Württemberg, Hartheim en Autriche, Sonnenstein en Saxe, Bernburg et Adamar. Au total, 6 centres de gazage fonctionnèrent sur le territoire du Reich. Pour garantir la discrétion, les corps étaient immédiatement incinérés dans des crématoires adjacents et les familles recevaient de faux avis indiquant que leurs proches étaient morts de causes naturelles. Mais le programme était si vaste, il élimina finalement environ 70 000 personnes rien que lors de sa première phase, qu'il devint impossible de le garder entièrement secret. Les communautés proches des installations pouvaient voir la fumée noire des fours. Les voisins savaient. L'évêque de Münster, Clemens August von Galen, dénonça publiquement le programme en août 1941. La pression de l'opinion publique allemande fut suffisante pour que Hitler ordonne la suspension officielle des opérations de gazage dans le Reich le même mois. Mais le programme ne mourut pas. Il fut simplement déplacé vers l'Est, hors de portée de l'opinion publique allemande. Le personnel technique formé dans le cadre du T4, opérateurs de chambres à gaz, techniciens de construction, médecins superviseurs, fut recruté pour une nouvelle mission en Pologne. Leur savoir-faire devint la base opérationnelle des camps d'extermination. Et la technologie qu'ils avaient perfectionnée, le gaz comme méthode de meurtre de masse, les chambres conçues pour ressembler à des installations sanitaires, les formulaires et la bureaucratie de l'enregistrement des morts, fut adaptée et appliquée à une échelle incomparablement plus grande. Wirth et ses hommes emportèrent avec eux non seulement la technologie, mais aussi la logique administrative, le même langage euphémistique, le même système de fausses notifications, la même distance bureaucratique entre l'ordre et son exécution. Quelqu'un signait un document, quelqu'un construisait un bâtiment, quelqu'un faisait fonctionner la machine. Personne, dans la chaîne administrative, n'avait à affronter la totalité de ce qui se passait. Le premier camp, Chełmno et les camionnettes de la mort. Au cours des dernières semaines de novembre 1941, les camionnettes d'Herbert Lange commencèrent à parcourir les routes secondaires du Warthegau, le territoire polonais annexé au Reich avec Poznań comme capitale, à la recherche d'un site approprié. Lange avait déjà de l'expérience. Entre l'automne 1939 et l'été 1941, son unité spéciale, le Sonderkommando Lange, avait opéré depuis Poznań en tuant des patients psychiatriques par empoisonnement au monoxyde de carbone dans des camionnettes hermétiques. Il avait utilisé la même technologie contre des Juifs lors de petites actions expérimentales dans le Warthegau à l'automne 1941. On lui confia désormais une mission d'une toute autre ampleur. Le lieu choisi fut une demeure dans le village de Chełmno nad Nerem, à environ 80 km au nord-ouest de Łódź, entouré de forêts denses et suffisamment éloigné des centres de population. Début décembre 1941, l'unité de Lange, renforcée et agrandie, fut transférée de Poznań à Chełmno et les opérations commencèrent. Elle disposait initialement de 2 camionnettes à gaz. Une troisième arriva au cours du mois, envoyée depuis Berlin. Le mécanisme était d'une brutalité simple. Les victimes, principalement des Juifs amenés du ghetto de Łódź ou des villages du Warthegau, arrivaient dans la cour du manoir sous la promesse d'un « réinstallation ». On leur ordonnait de se déshabiller et de remettre leurs objets de valeur sous prétexte d'une désinfection avant le transport. Puis elles étaient conduites par un couloir en bois menant à l'intérieur d'une camionnette fermée, pouvant contenir environ 50 personnes. Lorsque le véhicule était plein, les portes étaient hermétiquement scellées et le tuyau d'échappement était reconnecté pour injecter du monoxyde de carbone directement à l'intérieur. La camionnette démarrait et roulait environ 16 km vers les forêts voisines,
où les prisonniers, déjà en train de mourir pendant le trajet, étaient déchargés par des Juifs contraints de servir de fossoyeurs dans des fosses déjà creusées. Ces fossoyeurs étaient ensuite exécutés à leur tour et régulièrement remplacés. Jakov Grodzianowski, l'un des rares membres de ces équipes ayant réussi à s'évader et à témoigner, décrivit ce que faisaient les gardes allemands lorsqu'un bébé ou un jeune enfant avait survécu au trajet parce qu'il était resté blotti contre sa mère. Les gardes les saisissaient et les écrasaient contre les arbres voisins. Le rythme des opérations de Chemno atteignit jusqu'à 1000 meurtres par jour. Les 3 camionnettes pouvaient chacune tuer 50 personnes simultanément à chaque trajet. Au total, durant la première phase des opérations, entre décembre 1941 et juillet 1944, Chemno fut responsable de plus de 360 000 morts, principalement des Juifs, mais aussi environ 4 400 Roms du ghetto de Łódź. Il n'existe aucun survivant connu du processus de gazage. La question de savoir si l'ordre de lancer les opérations de Chemno provenait directement de Berlin ou s'il résultait d'initiatives locales dans le Warthegau a fait l'objet de débats historiques. Les documents montrent clairement que la structure de pouvoir local, le Gauleiter Arthur Greiser et le chef des SS et de la police Wilhelm Kopp, tous 2 figures centrales de l'administration du Warthegau, étaient pleinement informés et activement complices. Greiser, né dans la province de Posen en 1897, était connu pour sa volonté implacable de faire de sa région le Gau-modèle du régime nazi. Kopp, né à Hildesheim en 1896, contrôlait de facto la politique de déportation dans la province et entretenait une relation privilégiée avec Himmler. En juillet 1941, plusieurs mois avant le début des opérations de Chemno, le chef du service de sécurité SD à Poznań, le SS Sturmbannführer Rolf-Heinz Höppner, avait envoyé un mémorandum à Adolf Eichmann au sein de l'Office central de sécurité du Reich, décrivant des discussions internes sur le sort des Juifs du Warthegau qui ne pouvaient pas être nourris durant l'hiver. Il existe un danger que, cet hiver, tous les Juifs ne puissent plus être nourris, écrivait Höppner. Il faudrait sérieusement envisager si la solution la plus humaine ne serait pas d'éliminer les Juifs incapables de travailler par une forme d'action rapide préparée. Cela serait en tout cas plus supportable que de les laisser mourir de faim. Höppner concluait « Les choses peuvent sembler en partie fantastiques, mais à mon avis, elles seraient parfaitement réalisables. » Il avait raison. 4 mois plus tard, Chemno était opérationnel. La conférence de Wannsee, quand la bureaucratie a planifié le génocide. Le 29 novembre 1941, Reinhard Heydrich, chef de l'Office central de sécurité du Reich, RSHA, et l'un des hommes les plus puissants de l'appareil SS, envoya une série d'invitations formelles à des hauts fonctionnaires de plusieurs ministères et institutions de l'État et du parti. Il les convoquait à une réunion de coordination. La réunion était initialement prévue pour le 9 décembre 1941, mais elle fut reportée lorsque la nouvelle de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor obligea Hitler à convoquer une session du Reichstag. La nouvelle date fut fixée au 20 janvier 1942. Le lieu, une villa au bord du lac Wannsee, dans le quartier berlinois du même nom. 15 hommes s'assirent autour de cette table. Ils représentaient le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, la chancellerie du parti, l'administration du gouvernement général de Pologne, les SS et le parti dans les territoires occupés de l'Est. Plus de la moitié possédait un doctorat. Heydrich ouvrit la réunion en rappelant que le maréchal Göring lui avait confié, le 31 juillet 1941, la préparation de la solution globale de la question juive dans la sphère d'influence allemande en Europe. Il poursuivit en exposant l'état d'avancement de cette planification. Heydrich énuméra ensuite la population juive de chaque pays européen, y compris des nations hors de la sphère d'influence directe de l'Allemagne. 4 000 juifs en Irlande, 3 000 au Portugal, 8 000 en Suède, 18 000 en Suisse. La mention de ces pays neutres impliquait clairement pour les participants qu'ils seraient, à terme, soumis à des pressions pour livrer leur population juive. Au total, Heydrich estimait que la solution finale concernerait environ 11 millions de Juifs européens. Le langage utilisé lors de la réunion était délibérément euphémistique. On parlait de « réinstallation vers l'Est »,
de travaux de construction de routes, de réduction naturelle. Mais Adolf Eichmann, qui rédigea le procès-verbal de la conférence, admit plus tard, lors de son procès à Jérusalem en 1961, que la conversation avait été beaucoup plus explicite. Les participants avaient parlé de mise à mort en termes très directs, totalement incompatibles avec le langage juridique. À la fin de la réunion, les participants restèrent debout à boire du cognac, se félicitant d'une journée de travail réussie. Heydrich s'assit près de la cheminée avec Eichmann et Heinrich Müller, chef de la Gestapo. Eichmann se souviendrait plus tard avoir vu Heydrich fumer et boire du cognac, ce qu'il ne lui avait pas vu faire depuis des années. Ce que la conférence de Wannsee ne fut pas, selon le consensus historique, c'est la réunion où la décision d'exterminer les Juifs d'Europe fut prise. Cette décision avait déjà été prise progressivement, sans décret unique identifiable dans les mois précédents. Wannsee servit à coordonner la machine logistique. Quel ministère était responsable de quel aspect, comment structurer les déportations, quelles exceptions, s'il y en avait, accordées aux Juifs métis ou aux anciens combattants décorés. Wannsee fut, en essence, une réunion de gestion de projet. Le projet était la Shoah. 30 copies des procès-verbaux ont été distribuées à différents fonctionnaires après la réunion. Heydrich nota que, heureusement, la ligne de base concernant l'exécution pratique de la solution finale de la question juive avait été établie. Joseph Goebbels, en lisant sa copie, nota dans son journal « La question juive doit maintenant être résolue à l'échelle paneuropéenne ». Le 31 janvier 1942, 11 jours après Wannsee, Eichmann émit de nouveaux ordres de déportation. L'opération Reinhard, 3 usines de la mort. Le 13 octobre 1941, avant même la conférence de Wannsee, Heinrich Himmler s'était réuni avec Odilo Globoknik, SS et chef de la police à Lublin, et lui avait donné des instructions orales pour commencer immédiatement la construction d'un camp d'extermination à Bełżec. L'ordre précéda Wannsee de 3 mois. La décision de construire des centres de meurtre de masse sur le territoire du gouvernement général de Pologne n'attendit aucune conférence formelle. Globoknik était un nazi autrichien. Son antisémitisme profond lui avait valu une condamnation pour le meurtre d'un juif en 1933. Il avait été nommé chef régional de Vienne après l'Anschluss, mais en janvier 1939, il fut rétrogradé pour spéculation sur les devises. Himmler, cependant, ne le perdit pas de vue et le nomma à ce poste à Lublin en novembre 1939. En 1940, Globoknik avait construit un petit empire économique basé sur le travail forcé juif et en juillet 1941, il commanda la construction d'un immense camp de travail à Majdanek. Pour l'action Reinhard, nom donné à l'opération d'extermination dans le gouvernement général, en l'honneur de Heydrich lui-même, assassiné dans un attentat en mai 1942, Globoknik recruta un grand nombre de personnes de l'ancienne action T4, y compris Christian Wirth lui-même. Ils continuaient à être payés par le siège du programme d'euthanasie à la chancellerie du Führer à Berlin, bien qu'ils obéissent aux ordres de Globoknik. Presque tous les 20 ou 30 SS employés dans chacun des camps que Globoknik établissait provenaient de ce groupe de vétérans du T4. Bełżec, le premier camp opérationnel. La construction du premier des camps de l'action Reinhard commença le 1er novembre 1941 sur le site d'un ancien camp de travail près du village de Bełżec, dans l'est de la Pologne, sous la supervision d'un opératif de l'euthanasie qui devint ensuite assistant de Wirth lorsque celui-ci fut nommé commandant du camp en décembre 1941. Une voie ferrée fut construite pour relier directement la gare de Bełżec. Il y avait des maisons pour les SS, des baraquements pour un petit nombre de prisonniers de longue durée, cordonniers, tailleurs, menuisiers qui travailleraient pour les SS, et des casernes pour les auxiliaires ukrainiens recrutés dans des camps de prisonniers de guerre. Les chambres à gaz ont été construites en bois, hermétiquement scellées et équipées de tuyaux par lesquels on pompait des gaz d'échappement de moteurs de voitures. Wirth choisit ce système parce que les cylindres de monoxyde de carbone pur utilisés dans l'action T4 étaient difficiles à obtenir en grande quantité et pouvaient éveiller les soupçons chez les victimes qui les voyaient. En février 1942, les installations étaient prêtes. Elles furent testées sur de petits groupes de juifs. Ensuite, les travailleurs juifs eux-mêmes qui avaient aidé à les construire
furent également gazés. Le 17 mars 1942, les premiers déportés arrivèrent au camp et furent gazés immédiatement à leur arrivée. Au cours des 4 semaines suivantes, 75 000 Juifs avaient été tués, dont 30 000 des 37 000 habitants du ghetto de Lublin, et plus encore d'autres régions du gouvernement général. Franz Stangl, un officier autrichien des SS qui joua plus tard un rôle central dans l'action Reinhard, décrivit ce qu'il vit lorsqu'il visita Belzec au printemps 1942. « Je suis arrivé en voiture. À l'arrivée, on atteignait d'abord la gare de Belzec, sur le côté gauche de la route. Le camp était du même côté, mais en montée. Le bureau du commandant se trouvait à 200 mètres, de l'autre côté de la route. C'était un bâtiment de plein pied. L'odeur, mon Dieu, l'odeur, elle était partout. Wirth n'était pas dans son bureau. Je me souviens qu'on m'a conduit à lui. Il se tenait debout sur une colline, à côté des fosses. Les fosses, pleines, elles étaient pleines. Je ne peux pas te le dire, pas des centaines, des milliers de cadavres. Une des fosses avait débordé. Trop de cadavres avaient été entassés et la putréfaction avait progressé trop vite, de sorte que le liquide en bas avait poussé les corps du dessus vers le haut et par-dessus le bord, et les cadavres avaient roulé sur la colline. Les premières chambres à gaz de Belzec étaient des constructions en bois rudimentaires qui tombaient constamment en panne, laissant les déportés attendre pendant des jours sans nourriture ni eau. Beaucoup mouraient. Finalement, en juin 1942, même cela devint intolérable pour Wirth, qui suspendit temporairement les transports et démolit les chambres en bois, les remplaçant par une construction en béton contenant 6 chambres à gaz, pouvant accueillir au total 2000 personnes simultanément. La nouvelle installation entra en service à la mi-juillet 1942 et les transports continuèrent d'arriver jusqu'à la mi-décembre de la même année. À la fin de 1942, environ 414 000 personnes avaient été assassinées à Belzec. Le total pourrait avoir atteint 600 000. Seules 2 personnes sont connues comme survivantes de Belzec. Sobibor, la deuxième installation. Le deuxième camp de l'action Reinhard fut construit près du village de Sobibor, dans une zone où jusqu'alors ne se trouvait qu'un petit camp de travail pour femmes juives. La construction commença en mars 1942 mais fut retardée, de sorte que Wirth nomma Franz Stangl commandant du camp avec pour mission spécifique de terminer la construction à temps. À la mi-mai 1942, les chambres à gaz étaient prêtes. Ce étaient des structures en briques, chacune pouvant accueillir 100 personnes qui étaient assassinées au moyen de gaz d'échappement de moteurs injectés depuis l'extérieur. Le camp fut construit en imitant le modèle de Belzec, avec des zones d'administration et de réception près de la voie ferrée et la zone d'extermination à une certaine distance, hors de vue, accessible par un étroit couloir clôturé de 150 mètres de long connu des SS sous le nom de « tube ». Derrière le bâtiment des chambres à gaz se trouvaient des fosses d'inhumation. Une petite voie de trolleybus reliait la voie ferrée aux fosses pour transporter les corps de ceux qui étaient morts pendant le voyage. Stangl dirigea le camp avec efficacité selon son propre code. Élégamment vêtu, avec une veste blanche d'équitation, un pantalon sombre et des bottes hautes, il portait habituellement un fouet bien que, selon son propre témoignage ultérieur, il ne l'utilisait pas personnellement. À Sobibor, au cours des 3 premiers mois de fonctionnement, près de 100 000 Juifs de Lublin, d'Autriche, du protectorat de Bohême-Moravie et de l'Altreich, Allemagne des frontières d'avant 1938, avaient été assassinés. Au total, près de 250 000 victimes furent éliminées à Sobibor avant la fermeture du camp. La chaleur de l'été 1942 fit gonfler les couches de corps compactés enterrés dans les fosses et commençaient à émerger à la surface, comme cela s'était produit à Belzec, provoquant une odeur terrible et attirant de grandes quantités de rats et d'autres charognards. L'approvisionnement en eau du camp, extrait de puits, commença à avoir un goût rance. Les puits étaient contaminés par la décomposition des cadavres. L'administration du camp fit construire une grande fosse, la remplit de bois et l'alluma. Une excavatrice mécanique fut amenée pour déterrer les cadavres, qui étaient placés sur des grilles au-dessus de la fosse et brûlés par un Sonderkommando juif dont les membres furent eux-mêmes assassinés une fois le travail terminé. Le 14 octobre 1943, les prisonniers du Sonderkommando de Sobibor, parmi lesquels se trouvaient des vétérans de guerre soviétiques aguerris au combat, organisèrent une rébellion.
Ils attirèrent la majorité du personnel SS du camp vers les ateliers sous différents prétextes et les tuèrent à coups de dagues et de haches sans alerter les gardes des tours de surveillance. Ils coupèrent les câbles téléphoniques et l'alimentation électrique du camp. Quand ils tentèrent de se frayer un chemin vers la porte principale, les gardes ukrainiens ouvrirent le feu avec des armes automatiques et beaucoup furent tués. D'autres réussirent à franchir la clôture périphérique. Certains tombèrent sur le champ de mines extérieur, mais plus de 300 sur un total de 600 détenus réussirent à s'échapper du camp. Environ 100 des fugitifs furent recapturés et fusillés presque immédiatement. Le reste réussit à éviter la capture, et certains trouvèrent finalement le chemin vers des unités partisanes. Peu après, un nouveau contingent de prisonniers juifs arriva pour démanteler le camp. Les bâtiments furent démolis, des arbres furent plantés, une ferme fut construite, et lorsque le travail fut terminé, les Juifs furent forcés de s'allonger sur les grilles de crémation et furent fusillés un par un. Après décembre 1943, il ne restait plus personne dans le camp et toutes les traces évidentes avaient disparu. Treblinka, la plus mortelle. Le troisième des camps de l'action Reinhard fut implanté à Treblinka, au nord-est de Varsovie, dans une zone boisée isolée au bout d'une voie unique qui menait à une ancienne carrière depuis la gare de Małkinia sur la ligne ferroviaire principale de Varsovie à Białystok. Au printemps 1941, les occupants allemands y avaient ouvert un camp de travail pour extraire des matériaux destinés aux fortifications à la frontière soviéto-allemande en Pologne. Un an plus tard, les SS sélectionnèrent ce lieu pour un nouveau camp d'extermination. La construction commença au début de juin 1942 sous la supervision de Richard Tomala, le même officier des SS qui avait construit Sobibor. Le système de Treblinka suivait le modèle établi dans les autres camps de l'action Reinhard, mais avec des raffinements basés sur l'expérience accumulée. Il y avait une voie ferrée et une gare, depuis lesquelles les Juifs arrivants étaient conduits à une salle de déshabillage près du ghetto, où vivaient les prisonniers de longue durée. Une fois là, les Juifs nus étaient rapidement conduits à travers une ruelle étroite clôturée, désignée par les SS comme le chemin vers le ciel, Himmelstrasse, vers un grand bâtiment en briques soigneusement dissimulé dans la partie supérieure du camp. Ce bâtiment abritait 3 chambres à gaz, dans lesquelles les victimes étaient poussées à coups de cris et d'insultes pour être assassinées par les fumées de moteurs diesel pompés à travers un système de tuyaux. Derrière le bâtiment se trouvait un ensemble de fosses, chacune de 50 mètres de long, 25 mètres de large et 10 mètres de profondeur, creusées à l'aide d'une excavatrice mécanique. Les Sonderkommando poussèrent les corps dans de petits wagons le long d'un chemin de fer à voie étroite et les déversaient dans les fosses, qui étaient recouvertes de terre une fois pleines. Comme à Sobibor, les Juifs arrivants étaient informés qu'ils étaient venus dans un camp de transit et qu'ils recevraient des vêtements propres et que leurs objets de valeur seraient gardés en dépôt après avoir passé par une douche de désinfection. Initialement, environ 5000 Juifs ou plus arrivèrent chaque jour, mais à la mi-août 1942, le rythme des massacres s'accéléra et, à la fin du mois, 312 000 Juifs, non seulement de Varsovie, mais aussi de Radom et de Lublin, avaient été gazés à Treblinka. À peine 2 mois s'étaient écoulés depuis les premiers gazages dans le camp le 23 juillet 1942. Le premier commandant du camp, Irmfried Eberl, était un médecin autrichien qui avait travaillé dans l'action T4. Il avait déclaré avec ambition que son objectif était de surpasser en nombre de tueries n'importe quel autre camp. Mais les trains arrivaient sans ventilation et sans eau ni assainissement, et des milliers mouraient pendant le trajet sous la chaleur de l'été. La pression des chiffres était telle que toute prétention à l'ordre fut abandonnée. Oscar Berger, qui arriva dans un convoi le 22 août 1942, décrivit des centaines de corps éparpillés partout sur le quai. Des tas de paquets, vêtements, valises, tout mélangé ensemble. Des soldats SS, allemands et ukrainiens, étaient sur les toits des baraquements et tiraient de manière indiscriminée sur la foule. Hommes, femmes et enfants tombaient en saignant. L'air était rempli de cris et de pleurs. Les survivants étaient conduits vers les chambres à gaz par des hommes des SS qui les frappaient avec des fouets et des barres de fer. Pour que leurs cris ne soient pas entendus par ceux qui attendaient en bas, les SS installèrent un petit orchestre qui jouait des chansons populaires d'Europe centrale.
Les chambres à gaz tombaient fréquemment en panne, parfois lorsque les victimes étaient déjà à l'intérieur, où elles étaient forcées d'attendre des heures jusqu'à ce que les réparations soient terminées. Les trains nouvellement arrivés restaient des heures, voire des jours, sous la chaleur de l'été. Beaucoup de ceux qui étaient à l'intérieur mouraient de soif, de coups de chaleur ou d'asphyxie avant que les portes ne soient ouvertes. Les fosses se remplissaient rapidement et d'autres nouvelles ne pouvaient être creusées assez vite, de sorte qu'il y avait bientôt des corps non enterrés partout. Globoknik et Wirth visitèrent le camp sans préavis et limogèrent immédiatement Eberl. Wirth avait été nommé inspecteur général des 3 camps d'extermination en août 1942, avec pour mission de rationaliser les opérations d'extermination. En remplacement d'Eberl, il nomma Franz Stangl, le commandant de Sobibor, au début de septembre. À son arrivée, Stangl établit ce qu'il considérait comme un régime ordonné. Soigneusement vêtu de blanc, il portait habituellement un fouet. Il fit construire une fausse gare complète avec horaires, guichets et horloges, bien que les aiguilles soient peintes et ne bougeassent jamais. Il aménagea des jardins, construisit de nouveaux baraquements et installa de nouvelles cuisines, tout cela pour tromper les victimes arrivantes et leur faire croire qu'elles se trouvaient dans un camp de transit. Stangl contemplait depuis un point avantageux entre les camps inférieurs et supérieurs comment les prisonniers nus étaient conduits brutalement par le chemin vers le ciel, pensant à eux, comme il le confessa plus tard, comme à une charge plutôt que comme à des êtres humains. De temps en temps, Stangl partait en permission pour rendre visite à sa femme et à ses enfants. Il ne révéla jamais à sa femme la nature de son travail. Elle croyait qu'il n'était employé que dans des travaux de construction. À la fin de juillet 1943, après 4 mois de travail, la tâche d'exhumer et d'incinérer environ 700 000 cadavres qui avaient été enterrés sommairement dans des fosses massives était presque terminée. Les convois arrivaient de moins en moins. Les travailleurs eux-mêmes se rendaient compte qu'ils seraient les prochains dans les chambres à gaz. Le 2 août 1943, les prisonniers incendièrent une partie du camp, s'emparèrent d'armes et permirent à près de la moitié des 850 détenus du camp de franchir la clôture périphérique et de s'échapper. Stangl appela des renforts depuis l'extérieur. Les combattants juifs n'avaient pas pu s'emparer de beaucoup d'armes ni rassembler beaucoup de munitions, et 350 à 400 furent abattus par les gardes SS mieux armés. Seule la solide construction en briques contenant les chambres à gaz survécut intacte à l'incendie. Le site de Treblinka fut ensuite démoli, la terre recouverte d'herbes et plantée de fleurs et d'arbres, et les briques des chambres à gaz utilisées pour construire une petite ferme. Selon un rapport envoyé à Eichmann le 11 janvier 1943 et intercepté par les services de surveillance britanniques, le nombre de Juifs assassinés dans les camps de l'action Reinhard à la fin de l'année précédente totalisait près d'1,5 million. Un registre plus complet, préparé par Richard Korer, l'inspecteur des statistiques de Himmler, le 23 mars 1943, chiffrait à 1 873 539 le nombre de Juifs évacués ou canalisés à travers les camps dans l'Est, bien que ce chiffre inclue également les massacres en dehors des camps Reinhard. Les estimations modernes situent le total des morts à Bełżec, Sobibor et Treblinka autour de 1 700 000 personnes. L'administration de l'horreur. Comment fonctionnait la machine de l'intérieur ? Une machine d'extermination ne peut pas fonctionner seule, elle a besoin de pièces, elle a besoin de fournitures, elle a besoin de personnel, elle a besoin de financement, et elle a besoin d'un système de comptabilité. Chaque camp de l'action Reinhard était dirigé par un petit groupe de 20 à 30 officiers ou sous-officiers des SS, tous vétérans du programme T4, assistés d'environ 100 volontaires ukrainiens, les fameux Trauniki, recrutés dans des camps de prisonniers de guerre et brièvement entraînés avant d'être affectés au camp. Cette structure organisationnelle inhabituelle, presque exclusivement composée d'officiers sans aucun soldat de base des SS, distinguait les camps de l'action Reinhard des installations ordinaires des SS. Le processus, depuis l'arrivée d'un convoi jusqu'à l'élimination des corps, était entièrement standardisé et attribué à des groupes spécifiques de travailleurs forcés juifs, les Sonderkommando. Un groupe sortait les victimes des trains, un autre les conduisait aux salles de déshabillage, un autre recueillait les objets de valeur, un autre coupait les cheveux des femmes
qui étaient envoyés dans des usines pour remplir des matelas et fabriquer des matériaux isolants, et triaient les vêtements. Un autre poussait les corps des chambres à gaz vers les fosses ou les fours. Tous les quelques mois ou semaines, selon le camp, les membres du Sonderkommando étaient liquidés et remplacés par de nouveaux arrivants. Les cheveux coupés aux victimes étaient envoyés en Allemagne pour être utilisés par l'industrie. L'or extrait des obturations dentaires des morts était envoyé, avec les bijoux les plus précieux, à un centre de tri à Berlin, où les métaux précieux étaient fondus en lingots pour la Reichsbank et les bijoux échangés dans des pays occupés ou neutres contre des diamants industriels nécessaires aux usines d'armement allemandes. Les meubles et effets laissés par les Juifs, vêtements, vaisselle, tapis et bien plus encore, étaient confisqués par le bureau de Rosenberg et mis aux enchères en Allemagne. Un rapport de l'Office économique administratif des SS estimait la valeur totale des biens juifs confisqués dans le cadre de l'action Reinhard jusqu'au 15 décembre 1943 à près de 180 millions de Reichsmark. La machinerie ferroviaire était indispensable. Sans les chemins de fer, l'extermination à l'échelle continentale était impossible. Le Reich utilisa à la fois des wagons de marchandises et des wagons de voyageurs pour les déportations, doublant le nombre de personnes pouvant tenir dans chaque wagon pour maximiser l'efficacité de chaque trajet. Les transports circulaient aussi fréquemment que possible. Les SS n'informaient pas les Juifs de leur destination, de la durée du voyage, ni de ce qui les attendait à l'arrivée. Aucune nourriture ni eau n'était fournie, même lorsque les trains devaient attendre des jours sur des voies secondaires, en attendant le passage d'autres convois. Les personnes enfermées dans des wagons de marchandises souffraient d'une chaleur intense en été et de températures glaciales en hiver. À part un seau, aucune disposition n'était prévue pour les besoins sanitaires. Privés de nourriture et d'eau, de nombreux déportés mouraient avant que les trains n'atteignent leur destination. Les gardes armés accompagnant les trains tiraient sur quiconque tentait de s'échapper. Entre l'automne 1941 et l'automne 1944, les autorités allemandes transportèrent par train des millions de personnes vers les lieux d'extermination en Pologne et en Union soviétique occupée. Après la guerre, malgré la complicité de centaines de cheminots, aucun fonctionnaire du transport allemand ne fut condamné pour crimes nazis. Le personnel administratif, les avocats qui géraient l'arianisation des biens juifs, les comptables qui enregistraient les biens confisqués, les ingénieurs qui concevaient les chambres à gaz, les industriels qui bénéficiaient du travail forcé dans les camps de concentration, les constructeurs qui fournissaient le Zyklon B, opéraient selon ce que l'on pourrait appeler de manière sinistre le système de la chaîne de montage. Chaque personne accomplissait sa part au sein d'un appareil bureaucratique qui lui permettait de rester déconnecté des conséquences totales de ses actes. Personne n'était responsable de l'ensemble. Quelqu'un signait le contrat de fourniture de gaz. Quelqu'un d'autre conduisait le camion qui le livrait. Quelqu'un d'autre stockait le gaz dans le dépôt. Quelqu'un d'autre l'utilisait. Le résultat final, le meurtre de masse, était la somme d'actions individuellement banales. La société Topf und Söhne d'Erfurt conçut, breveta et fournit les fours crématoires pour Auschwitz. L'ingénieur Kurt Prüfer se rendit personnellement au camp à de multiples occasions pour superviser la construction, les tests et le fonctionnement initial des fours. Il introduisit de nombreuses petites innovations techniques, y compris l'installation de chauffage dans le crématorium 2 pour accélérer la dissolution du Zyklon B lors des froids jours d'hiver. Ces plans ont survécu et ont fourni aux historiens des preuves documentaires précieuses du modus operandi du crématorium. La Deutsche Reichsbahn, les chemins de fer d'État allemands, facturait les déportations selon des tarifs de groupe réduits, calculés sur la base du nombre de passagers. Le tarif de groupe appliqué au transport des Juifs vers la mort était exactement le même que celui facturé aux scolaires lors de sorties scolaires. Auschwitz, le cure du système. Si l'action Reinhard représentait la première phase de l'extermination massive, dirigée principalement contre les Juifs polonais du gouvernement général, Auschwitz en représentait l'apogée. Le camp conçu pour traiter les Juifs du reste de l'Europe occupée, de la France à la Grèce, des Pays-Bas à la Hongrie. Le camp d'Auschwitz fut établi en avril 1940 dans un ancien centre de collecte de travailleurs migrants près de la ville d'Oswięcim, Auschwitz en allemand, aujourd'hui partie du Reich. Il fut construit pour accueillir des prisonniers politiques polonais.
Le 4 mai 1940, l'ancien combattant des Freikorps et officier de terrain à Dachau et Sachsenhausen, Rudolf Höss, fut nommé commandant. En novembre 1940, Himmler informa Höss qu'Auschwitz deviendrait une station de recherche agricole pour les territoires de l'Est. Mais le camp croîtrait de manière exponentielle dans une autre direction. Le 26 septembre 1941, Himmler ordonna la construction d'un immense nouveau camp à Birkenau, Brzezinka, à 2 km du camp principal d'Auschwitz pour y loger des prisonniers de guerre soviétiques et les utiliser dans des projets de main-d'œuvre. Jusqu'à 200 000 devaient y être enfermés selon ses plans. La découverte qui transformerait Auschwitz en la plus grande installation de meurtre de masse de l'histoire fut un accident de laboratoire. En juillet 1941, une équipe de prisonniers et leurs gardes des SS désinfectaient des vêtements et du linge de lit avec le pesticide chimique connu sous le nom de Zyklon B, dont le composant principal était l'acide cyanhydrique, acide prussique. Lorsqu'ils observèrent qu'un chat entré dans la pièce fut rapidement tué par le gaz. L'un des gardes supposa que le produit chimique pourrait également être utilisé pour tuer des êtres humains. L'idée avait été brièvement envisagée par l'équipe T4 en 1939, mais rejetée comme impraticable. L'équipe de direction du camp l'a repris alors. Au début de septembre 1941, elle fut testée sur environ 600 prisonniers de guerre soviétiques qui avaient été classés le mois précédent par une commission de la Gestapo comme communistes fanatiques, ainsi que sur 250 malades du camp. Ils furent emmenés au sous-sol du bloc 11 du camp principal et gazés. Höss se souviendrait plus tard avoir observé le processus. Les hommes furent entassés dans la salle, les portes scellées, puis le Zyklon B en poudre fut versé à travers des trous dans le plafond. La chaleur générée par les corps entassés dans la chambre transforma rapidement le produit en un gaz mortel. Pendant un petit moment, se souvint-il, on pouvait entendre un bourdonnement. Lorsque la poudre fut versée, il y eut des cris de « gaz », puis un grand fracas, et les prisonniers piégés se jetèrent contre les 2 portes, mais les portes résistèrent. Tous les prisonniers moururent. Lors de la visite suivante d'Eichmann au camp, il fut décidé d'utiliser le gaz de manière systématique. Bientôt, 2 chambres à gaz provisoires furent prêtes à fonctionner à Auschwitz-Birkenau, dans des bâtiments connus sous le nom de Bunker 1 et Bunker 2, la Maison Rouge et la Maison Blanche. Elles tuèrent leur première victime le 20 mars 1942. Au cours de 1942 et 1943, les installations de gazage à Auschwitz-Birkenau furent étendues et perfectionnées. 4 crématoriums furent construits, chacun équipé de chambres à gaz souterraines, conçues selon le schéma habituel pour ressembler à des douches, et scellés par des portes hermétiques avec hublots. Les Juifs sélectionnés pour être tués étaient conduits à une salle de déshabillage et on leur disait qu'ils allaient passer par une douche désinfectante. Des hommes des Sonderkommandos, des prisonniers juifs, parlaient aux victimes et tentaient de les rassurer. Ceux qui résistaient à se déshabiller étaient aidés, et ceux qui commençaient à crier étaient sortis et exécutés d'une balle dans la nuque. Beaucoup ne se laissaient pas tromper. Les mères essayaient parfois de cacher leur bébé parmi les tas de vêtements. Une fois les victimes conduites dans la chambre à gaz, les hommes des SS situés sur le toit en béton armé faisaient descendre les récipients de granulés de Zyklon B à travers 4 ouvertures protégées par des colonnes en treillis métalliques, ce qui permettait aux granulés de se transformer en gaz mortel dès que la chaleur corporelle des victimes avait réchauffé l'air. Après environ 20 minutes, les récipients étaient retirés afin d'éliminer la possibilité d'un échappement de gaz, tandis que la chambre était ventilée et qu'un Sonderkommando de prisonniers juifs traînait les cadavres dans une autre salle. Ils retiraient les obturations et les plombages en or, coupèrent les cheveux des femmes, enlevaient les bagues en or, les lunettes, les prothèses et autres objets, et faisaient monter les corps par des ascenseurs vers la salle du crématorium au rez-de-chaussée, où ils étaient introduits dans les fours crématoires et réduits en cendres. Les os restants étaient broyés et les cendres utilisées comme engrais ou dispersées dans les forêts et les ruisseaux environnants.
Les installations, conçues et fournies par l'entreprise Topf und Söhne d'Erfurt, furent brevetées pour un usage futur par leur inventeur, l'ingénieur Kurt Prüfer, qui se rendit à Auschwitz à de nombreuses reprises pour superviser leur construction, les tests et leur fonctionnement initial. Leurs plans ont survécu et ont fourni aux historiens des preuves documentaires importantes. Cependant, les conceptions de Prüfer ne résistèrent pas à l'usage constant. Très vite, le nombre de cadavres devint trop important pour que les fours crématoires puissent les traiter. Le revêtement en briques commença à se fissurer et les fours étaient endommagés par la surchauffe. Avant la construction des nouvelles installations, la plupart des cadavres avaient été enterrés dans le sol, mais à partir de septembre 1942, les SS commencèrent à les exhumer par équipe de prisonniers du Sonderkommando et à les brûler sur des grilles métalliques posées sur des fosses, de la même manière que cela se faisait dans les camps de l'Action Reinhard. À leur arrivée au camp, les survivants des convois étaient brusquement extraits des trains par des gardes SS et des auxiliaires avec chiens et fouets, criant « Dehors, dehors, vite, vite !» Ils étaient forcés de faire la queue pour une sélection. Les sélections étaient effectuées par des médecins SS qui posaient quelques questions aux nouveaux arrivants et pratiquaient un examen médical superficiel. Les moins de 16 ans, les mères avec enfants, les malades, les personnes âgées et les faibles étaient dirigés à gauche, chargés dans des camions et conduits directement vers les chambres à gaz, après qu'on leur ait dit qu'ils allaient être désinfectés. Les personnes physiquement et aptes au travail étaient conduites au camp en tant que travailleurs forcés. Heuss se souviendrait plus tard, sans le moindre signe de conscience de soi. Je devais tout voir. Je devais surveiller, heure après heure, de jour comme de nuit, l'extraction et la crémation des corps, l'extraction des dents, la coupe des cheveux, toute cette sinistre et interminable affaire. Je devais regarder par le judas des chambres à gaz et observer le processus même de la mort, car les médecins voulaient que je voie. Ses subordonnés lui demandaient fréquemment s'il était vraiment nécessaire de détruire des centaines de milliers de femmes et d'enfants. Heuss leur répondait que cette extermination du judaïsme devait se faire pour que l'Allemagne et sa postérité soient à jamais libérées de leurs implacables adversaires. Au total, durant toute l'existence du camp, au moins 1,1 million et peut-être jusqu'à 1,5 million de personnes furent assassinées à Auschwitz. 90% d'entre elles, probablement environ 960 000, étaient des Juifs. Parmi eux, il y avait 300 000 Juifs de Pologne, 69 000 de France, 60 000 des Pays-Bas, 55 000 de Grèce, 46 000 de Tchécoslovaquie, 27 000 de Slovaquie, 25 000 de Belgique, 23 000 d'Allemagne, 10 000 de Croatie, 6 000 d'Italie, et environ 394 000 Juifs hongrois envoyés dans les chambres à gaz lors d'une dernière vague massive en 1944. Plus de 70 000 Polonais non-juifs furent assassinés, ainsi que 21 000 Roms, 15 000 prisonniers de guerre soviétiques et jusqu'à 15 000 personnes de diverses nationalités, principalement d'Europe de l'Est. Les ghettos, l'antichambre de l'extermination. Entre les camps de l'Action Reinhard et les chambres à gaz d'Auschwitz existait une phase intermédiaire que les historiens ont appelée l'antichambre, les ghettos. À l'été 1942, plus de 400 ghettos de tailles diverses avaient été établis dans toute l'Europe orientale occupée par l'Allemagne. Plus de 2 millions de Juifs y vivaient confinés, et dans les ghettos de Varsovie et de Łódź, plus de 8 000 Roms. Le ghetto de Varsovie était le plus grand. À son apogée, il abritait plus de 450 000 personnes confinées dans une zone de seulement 3,3 km², entourée de murs de briques de 3 mètres de hauteur. La densité atteignait plus de 137 000 personnes par km², l'une des plus élevées de l'histoire. Les rations alimentaires officielles attribuées aux Juifs équivalaient à environ 180 calories par jour et par personne, alors que le minimum nécessaire pour survivre est d'environ 2000. La contrebande de nourriture à travers les murs était punie de mort, mais elle constituait le seul moyen de survie réel. Des enfants, ayant appris à se faufiler par les fissures des murs, devinrent les principaux pourvoyeurs de nourriture pour des familles entières. Adam Cherniakov, l'ancien juif du ghetto de Varsovie, président du Conseil juif, tenta désespérément de maintenir l'illusion de normalité en organisant des activités pour les enfants et en négociant avec les autorités allemandes. Le 19 novembre 1941,
Il nota dans son journal: dans les foyers d'assistance publique, les mères cachent les enfants morts sous les lits pendant 8 jours afin de pouvoir percevoir une ration alimentaire plus importante. Le 21 juillet 1942, les SS commencèrent à arrêter des membres du Conseil juif en sa présence pour les prendre en otage et garantir la collaboration du reste. Le lendemain matin, le spécialiste des déportations des SS régionales, Hermann Höfle, convoqua Tcherniakov et l'informa que tous les Juifs seraient déportés par groupe de 6000 par jour à partir de ce moment. Tcherniakov avait préparé une tablette de cyanure à utiliser si l'on lui donnait des ordres incompatibles avec sa conscience. Un des officiers SS lui avait dit que les enfants étaient inclus, et Tcherniakov ne pouvait pas les livrer pour être assassiné. « Je suis impuissant », écrivit-il dans une dernière lettre. « Mon cœur tremble de douleur et de compassion. Je ne peux plus supporter tout cela. Mon acte montrera à tous ce qu'il faut faire. » Refusant de signer l'ordre de déportation, il avala la tablette et mourut sur le coup. Entre le 23 juillet et le 12 septembre 1942, plus de 253 000 habitants du ghetto de Varsovie furent conduits à Treblinka et gazés. Rien que durant la dernière semaine de juillet 1942, 30 000 Juifs furent transportés pour l'extermination massive. Le ghetto de Varsovie, qui avait compté à son apogée près d'un demi-million d'habitants, ne comptait plus que 36 000 personnes en novembre 1942, toutes intégrées dans un programme de travail. Peu de gens doutaient encore de ce qui les attendait. La résistance armée germa dans les ghettos. À Varsovie, le 18 janvier 1943, des insurgés attaquèrent les gardes allemands, accompagnant une colonne de déportation, et les déportés s'échappèrent. Himmler considéra alors le ghetto comme une menace pour la sécurité et ordonna sa liquidation finale le 16 février 1943. Mais l'attaque révéla largement le mouvement de résistance parmi la population juive restante de Varsovie, qui commença à rassembler des provisions et à se préparer pour un soulèvement. Lorsque les SS firent irruption pour entamer le dernier grand ratissage le 19 avril 1943, elles furent accueillies par des tirs en plusieurs points et durent progresser au milieu d'une série de combats de rue acharnés. L'officier des SS chargé de réprimer la révolte, Jürgen Stroop, décrivit ainsi l'opération. « J'ai donc décidé de procéder à l'anéantissement total du quartier résidentiel juif en incendiant tous les immeubles, y compris ceux appartenant aux usines d'armement. Les Juifs sortaient alors presque toujours de leurs cachettes et bunkers. Il n'était pas rare que les Juifs restent dans les maisons en flammes jusqu'à ce que, à cause de la chaleur et de la peur d'être brûlés vifs, ils décident de sauter depuis les étages supérieurs, jetant d'abord des matelas et autres objets rembourrés des maisons en feu dans la rue. Avec les os brisés, ils essayaient encore de ramper dans la rue vers les immeubles qui n'étaient pas encore en flammes ou seulement partiellement en flammes. Le 16 mai 1943, Stroop annonça la fin de l'action en faisant sauter la synagogue principale. La lutte avait duré 27 jours. Environ 7000 Juifs avaient été anéantis dans les combats de rue et jusqu'à 6000 autres dans les bâtiments incendiés ou dynamités. Le reste des habitants du ghetto fut envoyé à Treblinka. Le coucher de la machine. Couverture, marche de la mort et cendres. À mesure que la marée de la guerre tournait contre l'Allemagne, avec la défaite catastrophique à Stalingrad en janvier 1943 et la défaite à la bataille de Koursk en juillet de la même année, les SS commencèrent à prendre des mesures pour dissimuler les preuves des crimes qu'ils avaient commis. Le défi était immense. Les camps de l'action Reinhard devaient être démantelés. Des millions de corps inhumés dans des tranchées et fosses communes à l'Est devaient être exhumés et brûlés. Les registres devaient être détruits, et tout cela devait se faire en secret, en utilisant le travail forcé de ceux qu'il faudrait bientôt tuer également. Paul Blobel, un commandant des SS qui avait dirigé le Sonderkommando 4 à responsable du massacre de Babi Yar, fut chargé de l'opération de couverture connue sous le nom d'Action 1005. Depuis 1942, de petits détachements de prisonniers, appelés « commandos des cadavres », furent forcés d'exhumer des corps partiellement décomposés et de les brûler sur des bûchers en plein air construits sur des rails de chemin de fer. À Babi Yar, on estima que les travailleurs brûlèrent environ 100 000 corps. À Chelmno, les crémations commencèrent en décembre 1942. À Beoujek, au printemps 1943. À Treblinka,
en avril 1943. Une fois le travail terminé, les SS et la police assassinaient les prisonniers forcés d'exécuter ces tâches macabres. Les camps de l'action Reinhard furent démantelés en 1943. Beujek, qui avait cessé ses opérations en décembre 1942, fut démantelé au printemps. Treblinka, où la révolte des prisonniers en août 1943 avait effectivement arrêté les opérations, fut fermée à l'automne. Sobibor, où les activités comme centre d'extermination prirent fin avec la révolte des prisonniers en octobre 1943, fut fermée à la fin de l'année. Les sites de Beujek et Treblinka furent labourés, réaménagés et camouflés en petites fermes. Après le retrait des installations de gazage à Sobibor, le camp servit un temps de dépôt de munitions pour les Waffen-SS. À Auschwitz, les SS continuèrent à tuer ceux qui arrivèrent jusqu'en novembre 1944, lorsque, sur ordre de Himmler, elles détruisirent l'appareil d'extermination à l'approche des forces soviétiques. Dans les derniers jours de janvier 1945, avec l'armée rouge à moins de 50 km, les SS organisèrent les prisonniers survivants en colonne et les firent marcher vers l'ouest, sous un froid de plusieurs degrés en dessous de zéro, sans nourriture adéquate, sans eau ni repos. Tout prisonnier incapable de suivre le rythme était fusillé sur le champ. Ces évacuations sont passées à l'histoire sous le nom de « Marche de la mort ». Les prisonniers parcoururent des centaines de kilomètres dans un hiver 1944 à 1945 d'une dureté exceptionnelle. Les plus grandes marches de la mort eurent lieu alors que l'armée soviétique libérait la Pologne, entraînant des dizaines de milliers de personnes dans la direction opposée. Les forces soviétiques arrivèrent aux portes d'Auschwitz-Birkenau le 27 janvier 1945. Ils trouvèrent environ 7000 prisonniers survivants, la plupart trop malades pour avoir été inclus dans les marches de la mort. Ils trouvèrent également les ruines des chambres à gaz et des crématoriums que les SS avaient fait exploser dans les jours précédents. Et ils trouvèrent les entrepôts, des tonnes de vêtements, des centaines de milliers de paires de chaussures, d'énormes quantités de cheveux humains. Dans les semaines suivant la libération, la moitié des 7000 survivants encore en vie moururent. Leurs corps, dévastés par des mois ou des années de malnutrition, ne purent résister. À Bergen-Belsen, libéré par les troupes britanniques le 15 avril 1945, des centaines de prisonniers mouraient chaque jour pendant les 3 premières semaines suivant la libération. Au cours du premier mois après la libération, 13 000 des quelques 50 000 survivants du camp étaient morts. L'odeur de la mort était si dense que les soldats britanniques, entrant dans le camp, durent se couvrir le visage. Même sur les sites des centres d'extermination déjà démantelés, les preuves médico-légales, cendres enterrées et fragments d'os, témoignaient des crimes commis. La guerre se termina en Europe avec la reddition inconditionnelle des forces armées allemandes aux alliés occidentaux le 7 mai 1945 et aux soviétiques le 9 mai. Le 30 avril 1945, alors que les forces soviétiques approchaient de son bunker de commandement au centre de Berlin, Adolf Hitler se suicida. Les procès de Nuremberg commencèrent en novembre 1945. Certains des principaux responsables, dont Rudolf Höss, renvoyé en Pologne pour être jugé et exécuté à Auschwitz le 16 avril 1947, près de la maison où il avait vécu avec sa famille pendant qu'il dirigeait le camp, reçurent des condamnations. D'autres s'enfuirent et ne furent jamais jugés. Adolf Eichmann s'échappa en Argentine, où il vécut sous l'identité fausse de Ricardo Clément jusqu'à sa capture par le Mossad israélien à Buenos Aires, le 11 mai 1960. Il fut transféré en Israël, jugé publiquement à Jérusalem et exécuté le 31 mai 1962. Son procès fut l'un des premiers moments où le monde entendit systématiquement les témoignages des survivants. Franz Stangl, le commandant de Sobibor et Treblinka, s'enfuit également au Brésil. Il fut localisé, extradé vers l'Allemagne de l'Ouest et jugé à Düsseldorf. En 1970, il fut condamné à la réclusion à perpétuité. Il mourut d'une crise cardiaque dans sa cellule le 28 juin 1971, 19 heures après avoir accordé sa dernière interview dans laquelle il déclara « Ma conscience est tranquille, j'ai fait mon devoir ». Ce que 12 ans de domination nazie ont détruit, vies humaines, culture, histoire, communauté et mémoire collective, ne pouvait être reconstruit ni réparé.
Les communautés juives d'Europe centrale et orientale disparurent, culturellement et physiquement, sauf pour des restes en Hongrie et en Roumanie et de petits groupes de survivants ailleurs dans la région. Le judaïsme européen avait contribué pendant un millénaire à la vie intellectuelle, culturelle, scientifique et artistique du continent. Ce qui fut perdu ne fut jamais récupéré. L'histoire de cette machine d'extermination nous enseigne non seulement une leçon sur le nazisme, c'est une leçon sur la capacité des êtres humains à construire des systèmes qui répartissent la responsabilité morale jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la somme d'actions individuellement banales. Sur la façon dont l'idéologie peut transformer la catégorie de l'autre en catégorie de danger et le danger en catégorie de problème à résoudre. Sur la façon dont la bureaucratie peut rationaliser l'irrationnel, sur la façon dont le silence complice des témoins peut être, au final, aussi déterminant que l'action des auteurs. La machine a existé. Elle a fonctionné avec une précision allemande pendant des années. Et ces engrenages n'étaient pas des monstres, c'étaient des personnes,